Transition, c'est le podcast qui explore chaque mois le sujet de développement durable dans le voile de compétition, avec les meilleurs experts et expertes du secteur. Dans le podcast Transition, nous parlerons des évolutions, des innovations, des progrès, mais aussi du chemin qui reste à parcourir en matière de durabilité dans la voile. Transition est produit par l'EMOCA avec le soutien de Bretagne Développement Innovation, BDI, l'agence de développement et de transition de la région Bretagne. BDI accompagne les acteurs de la voile de compétition avec son programme Bretagne Sailing Valley à travers des conférences, des webinaires, des newsletters et le site sailingvalley.bzh. Transition est animée par Imogen Dinham-Price et Pierre-Yves Letroux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Transition. Bonjour Imogen. Bonjour Pierre-Yves. Autour de la table pour ce premier épisode, deux invités. D'abord Claire Vaillé, co-responsable du développement durable à l'IMOCA, en particulier en charge des enjeux sociétaux et de biodiversité, avec Imogen, qui est également co-responsable du développement durable. Salut Claire. Bonjour Pierre-Yves. Et un certain Paul Mella, skipper de Biotherm, qui a pris quelques minutes dans son agenda surchargé à la veille du Vendée Globe. Salut Paul. Salut Pierre-Yves. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps. Effectivement, le convoyage est dans quelques jours, sinon quelques heures. Et on a invité Paul parce que c'est un skipper qui est assez investi sur les sujets justement de développement durable. Imogen, c'est toi qui va commencer. Ce premier épisode est intitulé « Comment concilier course à la voile et développement durable ?» Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce titre ? Parce que oui, c'est possible de concilier et oui, non, ça va pas être facile. Pour résumer. Oui, t'as raison. Oui, finalement, bien résumé en fait ce titre. Non, mais ça fait plusieurs années maintenant qu'on commence à toucher un peu cette question de comment on peut continuer à naviguer en course, mais pendant cette transition un peu complexe qui est vraiment cette notion de développement durable. Et aujourd'hui, ce premier épisode, on aimerait bien juste ouvrir un peu le sujet sur la table pour montrer un tout petit peu comment la course au large peut être un bon vecteur de ces problématiques, la problématique écologique, mais aussi sociétale. Donc, on espère qu'on peut commencer cette discussion par rapport à ce titre. Eh ben, écoute, on va essayer avec l'idée toujours d'être très très concret et de donner des exemples et des actions concrètes pour pouvoir justement concilier ces deux enjeux. Paul, comme je disais en introduction, si on t'a invité sur ce premier épisode, c'est parce que tu es sensible à tous ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement d'où vient alors je sais pas si prise de conscience, le terme est un peu fort, mais en tout cas d'où vient justement ton intérêt pour les sujets de développement durable? On sait que tu es très moteur dans ces sujets dans la classe depuis longtemps. D'où ça te vient? T'es tombé dedans tout petit? Comment ça t'est arrivé? Je vais essayer d'être positif. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que tout le monde va arriver à être un jour. Donc je pars un peu de ce constat-là quand je fais les travaux pour justement essayer de sensibiliser les gens. Donc pourquoi ? Parce que je pense que j'ai été immergé dans le milieu maritime depuis petit. J'ai cette chance d'avoir eu mes parents qui m'amenaient au bord de l'eau, de naviguer. Et aujourd'hui, je pense que tout navigateur, quel qu'il soit, a cette sensibilité, puisqu'on a la chance d'évoluer, de faire du sport dans un milieu naturel, donc on doit protéger. Et je pense que le degré de sensibilisation et d'action, il va changer en fonction d'un individu à un autre. On voit, moi je suis arrivé dans l'IMOCA il y a une dizaine d'années. C'était un sujet qui était là, mais qui était pas très présent, qui est devenu plus omniprésent, et on voit bien que la présence des enjeux environnementaux et sociétaux prend de plus en plus de place, et je dirais que le sportif pur en prend moins, et finalement peut-être que je crois que la réussite, ça a été de justement décaler ce curseur entre cette compétition qu'on avait tous entre nous, que ce soit les ingénieurs, etc., à la décaler un peu vers ce nouveau challenge. Et en fait, finalement, on peut prendre ce sujet d'environnement comme une nouvelle compétition qu'on va essayer de remporter. Et donc, et toi, Claire, tu es en charge de sujet RSE, responsabilité sociale des entreprises, comme grand titre aujourd'hui, à l'EMOCA depuis 6 ans. Est-ce que tu as vu un changement au sein de la classe suite à ces sujets aujourd'hui? Effectivement, quand je suis arrivée il y a 6 ans, j'étais à l'origine embauchée pour m'occuper de l'administratif, et en fait c'est ces moments où j'étais secrétaire de l'IMOCA, et ces moments en fait où Catherine Chabot a lancé l'initiative Ocean as Common, et je me souviens Paul
avec d'autres, été signataire de cet appel pour l'océan. Et c'est au moment aussi les discussions avec Ocean Race ont commencé à arriver dans la boucle. Et donc Antoine m'a proposé de m'occuper de commencer à réfléchir un peu à notre impact et la manière dont on pouvait commencer à s'engager plus concrètement en tant que classe sur le sujet. Et à l'époque, on me regardait un petit peu avec des grands yeux quand on commençait à aborder un peu ces sujets en réunion avec les team managers, les skippers. Bon, j'avais des soutiens, j'avais des skippers qui comprenaient, qui étaient déjà bien dans la dynamique comme Paul. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est une sorte d'évidence. Je veux dire, à chaque réunion, on a notre place, on a les sujets de sustainability qui sont à l'ordre du jour. Donc oui, il y a une réelle évolution sur la prise de conscience et l'acceptation aussi de ce sujet-là comme un sujet comme un autre finalement au sein de la classe. Mais ça a été compliqué au début ? Parle librement. Non, c'était pas compliqué, c'était pas une évidence. Disons que c'était forcément plutôt un sujet qui était à part du sport. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie du sport. Ça s'est intégré en fait comme de manière assez élargie, enfin assez. Ça a fusionné, c'est dans les règles. Ça a fusionné avec les enjeux du sport. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était un objet à côté, quoi. Et maintenant, on va le voir tout à l'heure, c'est au cœur des règles de dessin et de conception des bateaux de l'IMOCA. Paul, un petit mot sur tes collègues. Je sais pas si tu veux donner des noms, mais comment tu les juges justement dans cette comment tu les juges, il y a pas de jugement, mais comment c'est peut-être pas un jugement, non. Voilà, comment t'estimes qui s'embarquent au fur et à mesure dans le sujet. Ils y sont tous, ou il y a encore quelques non, on ne peut pas dire qu'ils y sont tous. Je pense que la force de l'IMOCA, c'est le collectif. On est une classe d'association de skippers, armateurs de bateaux. Donc finalement, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça ne fonctionne que si on est ensemble. Donc c'est aussi ça, je disais tout à l'heure, moi j'aurais aimé aller beaucoup plus loin sur certaines règles, il y en a qui auraient aimé qu'il n'y ait pas de règles du tout. Donc aujourd'hui on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas ce qui est bien, c'est que voilà, on vote globalement quasi à l'unanimité tout le temps. Donc ça c'est plutôt positif. Il y a beaucoup de gens qui étaient à l'initiative à l'époque, il y a vers 6 ans, 8 ans précédemment. Surtout quelqu'un qui est assez important et qui est charismatique, c'est Boris Herman. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà pas français, qui est arrivé avec et je pense qu'au-delà de ça, il a surtout un caractère qui est très très atypique et une liberté de parole, de contre-pied, qui fait qu'il arrive très facilement à se détacher complètement de ce poids de la course au large qu'on peut avoir en France, etc. Il a pas du tout il s'en fiche d'être jugé, etc. Donc ça a fait beaucoup de bien. Quand il a trimballé Greta Thunberg à travers l'Atlantique, je pense que ça a été quand même un électrochoc pour tout le monde. Ça a fait beaucoup parler, en bien, en mal, mais en tout cas, je pense que ça a été vraiment un moment bascule de vraiment s'emparer de ce sujet-là. Après, d'autres skippers, je pense à Alexia Barrier qui avait fait beaucoup de choses, notamment sur tout ce qui est partenariat scientifique, la recherche sur l'océan, une partie très pédagogique avec les enfants. Benjamin Dutreux, voilà, c'est vraiment tous ces skippers-là qui ont, je pense, au fur et à mesure amené surtout cette légitimité, parce que au-delà des paroles, c'est des skippers qui faisaient, donc qui étaient vraiment dans le concret et dans les actions. Très bien. Et Claire, pour toi aussi, le rôle de la classe, comment ça joue un rôle assez intéressant par rapport au collectif aujourd'hui, par rapport à ce sujet? Effectivement, c'est vrai que, comme le dit Paul, on a des skippers qui sont très moteurs individuellement. Je pense que le rôle de la classe aujourd'hui, c'est vraiment d'être un catalyseur du groupe, du collectif et d'emmener beaucoup plus largement l'ensemble des skippers, l'ensemble de la communauté. On est aussi le lien finalement entre les organisateurs de courses et les skippers et une sorte de lien en fait un peu entre tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, la force de la classe, c'est les règles, c'est l'écriture des règles de classe. Donc, ça nous permet d'agir sur la partie construction. Donc, on a mis en place aujourd'hui un certain nombre de règles, notamment une grosse règle qui a vu le jour il y a 4 ans, qui est le calcul d'impact à la construction des bateaux, qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. L'ACV. L'ACV, la fameuse ACV,
qui aujourd'hui est devenue la règle réduction d'impact. Donc aujourd'hui, tous les bateaux qui vont être construits jusqu'en 2028 devront diminuer leur impact de 60 tonnes d'émissions de CO2. Donc c'est une règle majeure. On est la première classe au monde à voter ce type de règle. Donc c'est assez important. Juste un petit point sur les ACV, ça veut dire qu'avant, vous avez obligé, il était dans les règles, c'était obligatoire dans les règles de mesurer d'abord l'impact de la construction d'un bateau. C'était la première étape. Et une fois que tout le monde a mesuré son impact, ensuite, vous avez décidé de baisser cet impact. Je schématise. Absolument. Connaître pour pouvoir agir de manière effective. Et ça aussi, il y avait peu de classes qui le faisaient. Enfin, même de l'avoir rendu obligatoire, ce caractère obligatoire de la CV, c'était une innovation, quoi. Et absolument, on était précurseurs sur ce sujet-là. Et dans cette dynamique, on a également voté la règle de la voile verte. Aujourd'hui, chaque bateau doit emporter une voile verte à bord, et cela représente environ 30% des émissions de CO2 en moins par kilo de voile par rapport aux autres voiles. Donc, c'est aussi une avancée concrète que la classe propose et a imposé à l'ensemble des bateaux. Donc finalement, ce travail, il concerne aussi bien les skippers, mais aussi bien les chantiers, les voileries. On a vraiment cette dynamique collective qui emmène tout un écosystème, toute une industrie autour du travail sur la diminution de l'impact. Et on a aussi également un rôle à jouer à terre, parce qu'on pense beaucoup à la construction, on pense beaucoup à la course, mais à terre, le travail du quotidien des équipes, il est aussi majeur. Et ce travail collectif, ce rôle de catalyseur qu'on a avec la classe, il se fait aussi à travers la sensibilisation et l'accompagnement des équipes. Je pense par exemple au calcul de l'impact carbone et la logistique des équipes, qui est aussi un des postes d'impact les plus importants, finalement. On parle beaucoup de la construction, la gestion des déchets. Donc on organise des workshops avec les équipes, on met en œuvre des initiatives concrètes comme le recyclage des chutes de carbone pour les équipes avec Guyot Environnement notamment. Donc voilà, on a un certain nombre d'initiatives concrètes qui permettent d'emmener tout notre écosystème dans cette dynamique positive. Et tout ça, c'est des règles qui sont écrites, c'est-à-dire c'est obligatoire, ou il y a aussi des choses que les équipes doivent faire de leur propre initiative. Enfin, vous êtes juste un petit aiguillon, ou à chaque fois il y a une règle de fonctionnement? Ça dépend. On a des règles qui sont obligatoires. Les règles de classe sont votées à la majorité. Sur la partie construction. Voilà, sur la partie construction. Sur le travail à terre, on est plutôt sur une dynamique volontaire qu'on pousse fortement. Voilà, on essaye vraiment d'inciter de manière proactive les équipes, mais non, on est plutôt sur une démarche volontaire qui aujourd'hui commence à se généraliser, donc c'est plutôt positif. Donc il y a de la régulation et de la conviction. Exactement, oui, c'est ça, très holistique. Paul, est-ce qu'on va essayer de creuser un peu la règle de la voile verte avec toi, très très concrètement? T'es coureur, il y a cette règle-là qui tombe, il faut une voile verte dans chaque jeu de voile IMOCA. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu t'en es emparé, comment ça se traduit concrètement dans la vie de ton équipe? Ça a été très long parce que ça a été très long la voile verte à mettre en place, parce que en fait il fallait savoir ce qu'on voulait exactement. Il y a vouloir réduire l'impact vite, et il y a surtout chez nous dans l'IMOCA la volonté c'est dans notre ADN d'innovation technologique, donc, et de transfert de technologie. Donc en fait, c'était vraiment plutôt ces deux aspects-là qui nous intéressaient. Donc sur la voile verte, en fait, ça a été une grosse consultation avec les voileries, avec des allers-retours, parfois enflammés, puisque forcément c'est des grands groupes français. Il y en a qui produisaient pas à l'étranger, pas en France, je veux dire. Et donc au début, je dirais que la règle de la voile verte, elle a plus ou moins évolué. Et aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on arrive à prendre en compte à peu près tous les éléments qui font qu'une voile est fabriquée, transportée puis livrée. Et d'avoir discuté avec plusieurs membres de voilerie, je pense que les gens sont satisfaits, puisqu'on va prendre en compte l'énergie qu'il faut pour produire une voile, le produit pétrolier ou pas pétrolier pour la faire, le transport, et aussi, ce qui est très important en course au large, tout ce qui est la génération de déchets. Donc, et on voit qu'en fait, en IMOCA, on essaye au maximum de laisser libre les acteurs
pour aller en fait innover et chercher des solutions un peu dans tous les domaines. Donc ça, il y en a qui ont développé un transport plus propre, produire plus près. Il y en a qui vont travailler sur, par exemple, quand une voile est fabriquée, elle peut être faite avec des films ou des séparateurs ou des choses comme ça. Donc il y en a qui travaillent sur la recyclabilité ou sur le papier pour séparer les trucs, d'autres qui vont travailler sur justement moins de déchets. Il y en a par exemple la voilerie All Purpose a commencé à faire des voiles en lin avec Damien Seguin. Donc voilà, il y a plein d'exemples et je pense qu'aujourd'hui les gens sont contents parce que le mode de calcul est juste. Mais derrière, pour un mode de calcul juste, faut aussi des outils et des gens qui travaillent. Donc ça a aussi été un développement important pour l'IMOCA. Aujourd'hui, il y a une part assez conséquente du budget de l'IMOCA qui est dépensé pour travailler sur les outils de calcul, d'avoir des gens qui aussi, quand on fait des ACV de bateau, il faut des gens qui les analysent derrière. Donc tout ça, ça a vraiment eu de l'argent qui a été investi. Et aujourd'hui, je pense que ça apporte ses fruits. Et pour les voiles, on a aussi, bien sûr, on veut faire des voiles plus vertes, mais on a aussi des règles qui en limitent le nombre à bord, mais aussi le nombre en achat sur un certain nombre de saisons avec un calcul de boutons, de tableaux. Voilà, c'est plus open bar comme ça a pu l'être dans certains moments de la course au large. Aujourd'hui, il y a des critères qui sont de plus en plus stricts et sévères parce que maintenant on est surtout capable, on a mis en place un système qui est capable de mesurer et surtout d'arbitrer quoi. La voile verte, c'était un laboratoire pour que à terme tout le jeu de voile soit vert ou c'est quoi l'idée derrière une voile verte parmi les. Ouais, je pense que derrière, chacun a son idée dans sa tête. À mon avis, je pense qu'il faut pas se fermer de porte. Moi, mon idée, c'est plutôt de dire, on a une plaisance qui se développe, on a des cargos à voile qui ont l'air de se développer. Moi, je pense pas à l'impact de la course au large uniquement. Je pense surtout au transfert de technologie. Je me dis qu'aujourd'hui, si la course au large et particulièrement l'IMOCA peut essayer d'aider à créer en fait un monde plus vertueux, c'est un peu ça l'objectif, même si ça paraît un peu très ambitieux, mais derrière, je pense que c'est ça. Donc, on a envie que des voiles durent plus longtemps, puissent être réutilisées dans d'autres choses, et puissent avoir un impact minimum. En gros, voilà, c'est un peu ça le travail. Donc ça sert quand même de labo. Je pose la question à Imogen qui est en face de moi. Il y a quand même une logique de tester pour pouvoir mettre ça à plus grande échelle. Et c'est exactement ça. Si on n'a pas, on peut utiliser un mock-up comme outil de labo aujourd'hui et ça peut servir pour toute la communauté suite à ça. C'est vraiment ça qui est très intéressant. Pour nous, les voiles à bord, ça fait une mini partie de notre impact, mais par contre, on le consomme énormément. Et toute la communauté de la voile aussi, il y a une grande partie qui utilise et Paul a mentionné le cargo maintenant à voile et ça va aussi générer plus de voiles. Donc, si on arrive avec une voile aujourd'hui avec moins d'impact, tant mieux, et on a un système tout derrière ça qui peut fonctionner. Donc, non, ça va être intéressant, la suite de la voile verte, ou maintenant RISE, Reduced Impact Sail Evaluation. Alors, qui est-ce qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que RISE parmi vous trois? Oh je peux continuer. Vas-y. si vous voulez. RISE, la voile verte... Comme titre, c'était très bien comme au début, mais on voulait quelque chose qui était un petit peu plus compatible avec la suite de notre histoire. Et donc, le système qu'on est en train de travailler en ce moment avec la voilerie, c'est un système certifiable. Donc, on voulait une norme un petit peu plus, on peut dire, adaptée à cette certification et qui explique bien notre méthodologie. Donc, Reduced Impact Sail Evaluation, on est en train de réduire l'impact de la voile et aussi les évaluer pour la suite. Donc, j'espère que le titre est un peu plus adapté que voile verte maintenant. Mais voilà. Donc, ouais. Mais on peut passer ça plutôt les choses sociales, peut-être. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On a beaucoup parlé d'impact et d'impact environnemental et de toute cette dimension-là, qui est celle qui vient la première à l'esprit. Mais il y a aussi un autre enjeu dans toute la partie développement durable. Tout à fait, ouais. C'est la dimension sociale et sociétale. Et ça, c'est un peu la spécialité de Claire, je crois. Exactement, ouais. Et bien oui, effectivement, c'est aussi des sujets sur lesquels on se penche à l'IMOCA. On a la chance d'avoir notre partenaire Eleven Sour Racing qui nous permet de travailler aussi sur une dimension plus large qu'uniquement la partie impact à la construction. Et donc, on a lancé cette année un nouveau projet avec le Magenta Project, donc avec qui on travaille depuis déjà 2 ans.
sur la thématique de l'inclusion des femmes dans la course au large. Il faut que tu expliques un petit peu ce que c'est que le Magenta Le Project. Magenta Project, on est qu'est-ce nombreux à que c'est, connaître, le mais Magenta c'est pas. Alors, C'est pas très français. Ouais, en fait, c'est oui, c'est anglo-saxon, ça, oui. effectivement. The Magenta Project, c'est un collectif qui permet qui développe un système de mentoring et qui permet en fait aux jeunes femmes qui souhaitent se professionnaliser dans le milieu de la course au large, de suivre tout un programme et d'avoir des femmes un peu leaders qui sont déjà intégrées, qui sont déjà professionnelles dans le secteur, de pouvoir les accompagner et leur transmettre leur savoir. Ouais, c'est une structure qui est née de l'équipage Qui est née de féminin l'équipage, SCA exactement. sur la Volvo 2014, 15 14-15, je crois. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. C'est avec Samantha. Il y avait Dick Cafari aussi, effectivement. Et donc aujourd'hui, nous on travaille effectivement depuis le Magenta, depuis la route du Rhum 2022. Et cette année, on a lancé un nouveau programme qui s'appelle le Female Leadership Development Program et qui permet à des jeunes femmes d'intégrer pendant 4 semaines tout au long de l'année une équipe sur une mission de leadership. Donc ça peut être directeur technique, une future mission de skipper ou de team manager, et d'être accompagné par un mentor dans l'équipe qui a cette casquette-là tout au long de l'année, et du coup de faciliter aussi les échanges et la transmission de l'expérience. Donc c'est assez intéressant. Donc en fait le temps se divise entre un temps sur le chantier et un temps en course, donc ça permet aussi de diversifier l'expérience. Et on a 4 équipes qui ont accepté de faire partie du programme cette année. Et donc on aura ces 4 jeunes femmes là qui seront présentes sur le village du Vendée Globe pour vivre une belle expérience avec ces teams. Tu peux nous dire qui sont les 4 équipes en question? Secret. Ah, c'est secret. Non, c'est pas secret. Donc on a Teamwork qui a une jeune femme sur un futur poste de team manager. Skipper Justine Métro qui est très investie dans le Magenta Project. Justine est une des mentors et une des ambassadrices effectivement du Magenta depuis longtemps. On a Malizia qui a accueilli Kulbauer notamment sur potentiellement un futur poste de skipper ou co-skipper. Ouais. Qui a fait un tour du monde en classe 40. Ouais. On a l'équipe de Zabi New Europe qui accueille aussi une jeune femme, et Conrad Coleman qui accueille quelqu'un aussi. Alors, on va revenir vers toi pour parler de biodiversité juste après, mais je voudrais un peu que Paul nous explique lui son regard sur la chose, parce que chez Biotherm, notamment sur The Ocean Race, c'était un équipage paritaire, quasi paritaire, non? On a fait 3 étapes, donc la moitié de la course en 50%. Mais ce qui est marrant, c'est que quand les gens nous posent la question, ça c'est vraiment fait par hasard. Donc c'est plutôt ça qui est drôle. Oui, c'est pas une stratégie, quoi. Non. Mais et ta team manager? Ouais, alors j'ai une team manager, et ce qui est intéressant surtout, c'est parce que des femmes dans la course au large, il y en a pas assez, c'est sûr, mais c'était surtout sur les postes à responsabilité, les postes de direction. Donc en fait, moi j'ai ma team manager et ma directrice technique. Donc les 2 personnes qui sont finalement à la tête de l'équipe. Les 2 cadres dirigeants. Et on a pu aussi, en fait, on a fait aussi une partie du Magenta Project sur la Transat Jacques Vabre. On avait quelqu'un qui faisait du mini, qui nous a accompagnés pendant le village, etc. Donc c'est sympa après parce que ça permet aussi voilà, elle a découvert le milieu, et les liens se sont tissés, et du coup on suit toujours ses résultats. Et non, c'est vraiment bien, et je pense que là où je pense qu'il y a un effort vraiment à faire, c'est sur la partie technique pure, surtout sur stratification, où c'est encore vraiment un milieu qui est très très fermé aux femmes. Il y a plein de milieux, dans le milieu ingénieur c'est quasiment 50-50 aujourd'hui, mais je dirais que sur les équipes il y a beaucoup de femmes aussi, mais vraiment il y a des métiers forcément qui sont encore très connotés masculin, donc c'est là qu'il faut faire un effort, je pense. Je tiens quand même à souligner qu'on a 50% de femmes qui sont team managers au sein des équipes UMOCA aussi, donc c'est aussi une belle avancée. Ouais, carrément. Et donc, pour faire un petit passage entre l'aspect un peu plus social, on va aussi juste commencer un peu les aspects sciences et notamment biodiversité. Biodiversité au sein de la classe. Et Claire, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus sur cet aspect biodiversité? Eh bien oui, effectivement, c'est aussi un 3e volet finalement sur lequel on travaille activement, et notamment avec l'arrivée du Vendée Globe. On a un partenariat
qui s'est mis en place avec le Vendée Globe et l'UNESCO. Et donc, on aura 25 skippers qui embarqueront des instruments scientifiques sur cette course. Donc, c'est la première course au large à avoir autant de marins qui seront dans une sorte de collaboration scientifique. Donc, aussi bien pour déployer des instruments et collecter de la data pour les scientifiques que pour prélever des données tout au long de la course, comme d'ailleurs Paul aussi le fera. Juste un petit mot, c'est pas un gadget, hein, c'est juste que les bateaux sur le Vendée Globe vont dans des zones où il n'y a pas de bateaux, ou très peu de bateaux scientifiques. Effectivement, Et des donc zones sauvages. les prélèvements sont vraiment intéressants pour la science, quoi. Oui, effectivement, on a des demandes des scientifiques express. Je pense par exemple Météo France qui nous dit mais en fait dans cette zone-là, on a un gros trou, on a besoin d'aller déployer des bouées météo. Et alors on pense beaucoup aux mers du Sud. Effectivement, c'est le cas, mais on a aussi des zones là, par exemple sur le Vendée Globe, on aura le sud de l'Atlantique Sud au large du Brésil, où on a un gros trou de données. Alors là, on va déployer des flotteurs Argo pour aller prélever des données en subsurface de température et de salinité qui vont permettre effectivement de compléter une base de données globale. On ne va pas révolutionner le milieu scientifique, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On est une goutte d'eau dans cet océan de données, mais qui est nécessaire puisqu'effectivement ça coûte moins cher d'avoir des bateaux d'opportunité qui déploient. Enfin, ça coûte moins cher. Aussi, littéralement, c'est-à-dire que c'est en termes de logistique pure. On fait d'une pierre deux coups. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a des bateaux, il se trouve, qui passent en course. On les charge avec un peu de matos et il le balance au passage. 20 kilos quand même, c'est quand même pas anodin. Alors il le déploie. Il déploie, ouais. Non, mais c'est moi. Je te dis avec mes mots. On est d'accord, tout le monde a compris. Et donc voilà, c'est une vraie opportunité pour les scientifiques et aussi bien pour les marins, qui permet aussi de donner un peu une dimension autre que la partie de la dimension sportive et d'avoir aussi un engagement qui permette de donner un rendu un petit peu à ces marins qui exploitent l'océan pour leur sport en y contribuant de manière proactive. Et il n'y a pas que le flotteur Argo qui se déploie, mais il y a certains bateaux qui ont des capteurs à bord aussi pour... Oui, effectivement, on a des bateaux qui vont collecter de la donnée tout au long du parcours. On a des instruments qui s'appellent qui sont des thermosalinographes, pour exploiter le mot un peu technique, qui vont prélever des températures de salinité, température tout au long du parcours. Et en fait, c'est un peu la base de tout scientifique pour connaître l'évolution des données climatologiques, océanographiques, de connaître un peu au long cours et de manière pérenne et continue d'avoir ces données-là à bord. Donc c'est assez important, notamment dans les mers du Sud où on a peu de bateaux scientifiques se rendent. Et donc cette partie-là, elle est clairement importante pour les scientifiques. Donc voilà, ce partenariat, il est assez conséquent avec l'UNESCO. Nous, ça fait, on travaille avec eux depuis 2014 même, depuis la Barcelona. Et depuis, on a déployé près de 80 instruments scientifiques sur nos courses, beaucoup depuis 2019. Donc c'est assez conséquent quand même. Si on parle de biodiversité, est-ce qu'on parle des baleines ? Enfin, des cétacés plutôt. C'est un sujet. Je vois tout le monde qui soupire autour de la table. Non, mais c'est un sujet chaud en particulier pour les IMOCA. Je sais pas si Paul veut me refiler la patate chaude. Voilà, te refiler la patate chaude. Non, mais c'est une patate chaude au sens aussi. Il y a un enjeu de communication, d'image de marque, au-delà du fait qu'on abîme les bateaux et surtout qu'on abîme ces animaux-là. Il y a pas mal, ça a beaucoup progressé quand même ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Ouais, alors le progrès, ça veut tout et rien dire, parce que le problème, c'est c'est un sujet qu'on a pris en compte, alors que c'était un sujet qu'on ne prenait pas en compte avant. Je dirais au même titre que la sustainability. Donc en fait, quand on prend un sujet en compte, il y a forcément le mauvais et le bon qui va ressortir. Donc oui, il y a des efforts. Après, le risque zéro, on est loin d'y être. Mais quand je dis loin, on est loin. Donc les baleines, c'est pas comme des bons gentils skippers IMOCA qui doivent respecter des ST ou des zones de glace. Ça respecte pas les règles. Si on leur dit de rester dans leur zone, elles ne restent pas dans leur zone. Donc après, je pense que c'est intéressant parce que c'est comme tout. On sait aujourd'hui que la biodiversité globalement, pour éviter de l'abîmer et éventuellement tenter de la régénérer un petit peu,
la meilleure solution, c'est les zones. Donc, c'est vraiment des zones où on va restreindre au maximum l'activité humaine. Et donc, je vois pas pourquoi on le ferait pour la pêche, pour plein de choses, et pourquoi on le ferait pas. Enfin, les IMOCA ne feraient pas leur part. Donc aujourd'hui, je dirais que tout simplement, au même titre que la société en général, on s'applique à peu près les mêmes règles que les autres en se disant voilà, là il y a plus de baleines. Des experts nous ont dit qu'il y avait plus de baleines dans ces zones-là. On va interdire l'accès. On travaille aussi sur, c'est pas que sur le Vendée Globe, hein, parce que c'est toutes les courses, enfin, sur notamment sur toutes les courses. The Transat CIC qui traversait en particulier des zones à forte concentration. Donc, on travaille sur les périodes de départ. Les périodes de navigation sont extrêmement, c'est vraiment des migrations saisonnières. Donc du coup, c'est les zones, à quel endroit, quand. Peut-être changer certains, ça a été le cas, hein, changer certains parcours de course. Donc voilà, tout ça c'est. Et puis de l'autre côté, je pense que là, Claire et Imogen vous en parlez. Il y a ça, c'est la partie, je dirais plutôt identification des zones et puis pédagogique. Mais il y a aussi toute une partie de travailler sur des solutions technologiques. Et là, on en est qu'au début. Tu peux en parler un peu plus de solutions technologiques? Effectivement, c'est un sujet qui est ultra complexe. Alors, on a, avec la classe, il y a 3 ans, foncé vers le prisme technologique qui nous semblait le plus évident. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est bien plus large et bien plus complexe que ça. Et notre prisme, il s'est élargi. Donc, on travaille aussi bien sur la partie technologique que sur la partie sensibilisation, éducation. On travaille beaucoup avec les organisateurs de courses. Et en fait, il y a une chose qui est fondamentale sur ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment que tout est lié. En fait, toutes les solutions sont liées, et on a besoin de travailler tous ensemble pour diminuer le risque, diminuer l'impact. On n'arrivera jamais au risque zéro. C'est comme un accident sur la route. On a beau mettre en place la ceinture, les radars, etc. Mais on diminuera le risque en ayant cette conscience collective. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a lancé il y a 2 ans sur Ocean Race le Marine Mammal Advisory Group, qui permet finalement de rassembler tous les acteurs qui se sentent concernés, qui ont envie de s'impliquer sur cette thématique-là, de travailler ensemble et de promouvoir une stratégie globale qui aille aussi bien sur la partie technologique que éducative, que prévention, travailler avec les organisateurs de courses sur les parcours, collecte de données qui est aussi fondamentale. Et donc, on a tout un ensemble aujourd'hui de solutions qui commencent à émerger, à se mettre en place et qui sont toutes liées les unes aux autres. Il faut superposer les couches. Hein. Pour résumer, hein, c'est qu'il n'y a pas une seule solution qui résoudra le problème. C'est plusieurs couches de solutions qui vont permettre de diminuer les risques, en gros. Hein. Absolument, ça tout se combine. Imagine, on arrive à la fin de ce premier épisode. Un petit mot sur les règles quand même, parce que c'est le grand événement quadriennal de l'IMOCA, c'est la sortie des nouvelles règles de jauge, donc de construction des bateaux. Est-ce que c'est un moment important dans la vie de la classe en termes justement de mesures du développement durable et de limitation de l'impact? Oui, complètement. Ça reste quand même l'ADN de notre classe, c'est la construction de nos règles de classe. Et depuis ces derniers 4 ans, on a vraiment intégré le valeur de développement durable dans nos règles. Et fonctionnellement, c'est très intéressant pour nous parce que là, dès qu'on a une règle qui essaie de réduire l'impact de notre flotte de bateaux, là, on peut avoir une grande majorité et une bonne démarche avec une forte argumentation de réduction parce qu'il y a quand même tout le monde derrière ça. Et ça fait une bonne conclusion parce que aussi, ça montre vraiment la force de la collective là-dessus. Ça montre aussi la problématique qu'on traverse parce que là, on teste une nouvelle règle au sein de l'IMOCA. Et forcément, on commence à réaliser il y a des choses qui fonctionnent très bien et on a de bonnes réussites et on peut commencer à avancer. Mais parfois, on a besoin de changer un peu cap, comme avec tout ce qui était collision. On est parti sur quelque chose qui était technologique et après, on a besoin d'intégrer cette notion plus relationnelle, on peut dire, entre toutes les parties prenantes pour que tout le monde commence à travailler ensemble. Donc, je crois que ça, c'est quand même une bonne conclusion de cette transition, cette difficulté avec le développement durable. C'est plus une question sociale qu'environnementale. Moi, j'ai quand même une dernière question pour Paul. Très bien. Quand même, si c'est possible. On n'a pas parlé du rôle des sponsors. C'est quand même ceux qui financent les bateaux, qui financent en partie la classe. C'est quoi leur position sur tous ces sujets, notamment sur la capacité de la course au large à concilier sa pratique et
le développement durable. Ça a toujours été un sujet, ce côté comment on intègre les sponsors dans ces processus, parce qu'un sponsor peut être là depuis très longtemps. Donc en fait, il a une légitimité très forte et c'est souvent très intéressant. Puis il y a des sponsors d'opportunité qui sont là pour une course. Donc on peut pas venir à la classe pendant qu'on vote les règles dire à tout le monde de s'exprimer de la même manière. Mais on a bien vu quand même au cours des dernières années que il y a énormément de sponsors qui laissent de la place ou qui carrément laissent complètement la place sur les bateaux pour une cause, qu'elle soit environnementale, sociétale. Et donc du coup, on comprend tout de suite qu'à la limite, je pense que même en fait, on a la même diversité dans les sponsors qu'on peut avoir dans les skippers. Je pense que c'est ça, mais on a quand même de plus en plus vraiment un changement radical de sponsors qui viennent à la course au large pour les valeurs. Et justement, je veux dire, profitons-en, allons à fond avec ce mouvement, parce que c'est ça qui va nous permettre de consacrer de plus en plus de temps, d'énergie et de moyens à cette cause. Ils font, pardon, imagine, ça peut arriver que des sponsors fassent pression en disant faites plus d'efforts, dans le bon sens, quoi. Hein. Moi, je pense que oui. Après, je vois, par exemple, je prends l'exemple de Biotherm, le capteur scientifique qu'on a à bord. Moi, ça m'aurait plu, etc. Mais ça a quand même un coût financier. On a un capteur de 35 kilos dans le bateau, donc c'est quelque chose qui va nous pénaliser sur le Vendée Globe en termes de performance. Moi, j'ai adhéré à fond dans ce projet-là, mais je pense que si je n'avais pas adhéré dans le projet, on l'aurait eu quand même. Enfin, je pense qu'à un moment donné, le sponsor aujourd'hui, il paye, donc c'est lui qui dit, nous, on veut axer notre communication plus vers ça. Et je pense qu'il y a des exemples de sponsors qui disent ouais, là, le skipper, ça serait bien qu'il soutienne une asso et qu'il s'implique un peu plus. En fait, ça rejoint ma dernière question. Ça, c'est vraiment c'est le fait de le skipper aujourd'hui est notre sport. On a quand même une influence sur notre public. Et comment toi tu te trouves dans ça d'avoir une influence, le potentiel décarbonisation, le question sociétale via ton sport? Oui, c'est sûr que il y a beaucoup ces débats on l'a eu beaucoup en politique surtout, où le sportif pendant les élections, un sportif ne doit pas vraiment dire pour qui il va voter, etc. Je pense que le sujet il est pas vraiment le même, mais il se rapproche. Moi, je pense que je considère la course au large en tout cas beaucoup plus qu'un sport. La voile de compétition est un sport, mais la course au large en général est un milieu économique et avec un certain nombre de valeurs. Et en tant que marin, quand on part faire un Vendée Globe, on est beaucoup plus qu'un sportif. Et donc à ce titre-là, je pense que notre rôle, c'est dommage d'ailleurs, hein, heureusement, parce que si tu ne fais le Vendée Globe, tu pars 80 jours juste pour aller le plus vite possible entre les sables et les sables. Je pense que tu as perdu 80% de l'intérêt de le faire. Donc c'est mon point de vue, mais du coup, je pense qu'il faut absolument alors il faut pas être en donneur de leçons, mais plutôt montrer comment nous on s'adapte, ce qu'on voit, comment on peut expliquer aux enfants, aux adultes, être très pédagogique sur les enjeux de ce problème environnemental. Parce que ce que je disais, on en revient au début de l'émission. Pourquoi moi je suis sensibilisé ? Parce que justement j'ai cette chance. Et j'ai les clés de la compréhension du monde parce que j'ai navigué sur les océans et je comprends la fragilité de la Terre. C'est un peu la prise de recul qu'on a de voir la Terre d'un peu plus loin. Et c'est à nous on bénéficie de cette chance de la voir comme ça. Donc, il faut expliquer aux gens pourquoi il faut qu'on essaie de la protéger par des petites actions du quotidien. Très bien. Eh ben merci Imogen pour ce premier épisode. Merci, et merci à tous les deux. Merci à Claire et merci à Paul. Bonne continuation, bon transfert au sable. Je pense que c'est pour tout le monde dans quelques jours. Et puis on se retrouve très rapidement pour le deuxième épisode de Transition au pluriel. Merci, salut. Merci. Merci. Merci.